Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche à partir de 11 heures avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce dimanche, c'est 4 sujets convoqués au débat. D'abord, l'assassinat du Khadij de Djibo, l'imam Souabou Sissé, enlevé mardi dernier et retrouvé mort ce samedi. Un assassinat de dignitaires au Sahel qui renforce la crainte et la peur par rapport à la sécurité des personnalités dans cette partie du Burkina Faso en proie à un terrorisme sans précédent. Que penser de ce meurtre? On en débat ce matin. Ce matin également, l'abandon du projet de construction de l'hôpital de référence dans la forêt classée de Kwa à Bobo-Dioulasso. Selon le Premier ministre Christophe Dabiré, l'étude commanditée par son gouvernement est à l'origine de cet abandon. Mais le Premier ministre rassure que les Bobolais auront leur hôpital construit toujours dans l'arrondissement 5 de la ville, cette fois-ci sur un nouveau site situé à Pala, pas très loin de la forêt classée. Et finalement, comment expliquer ce revirement de position du gouvernement alors que dès le début, des avis experts n'avaient pas dit le contraire du rapport de faisabilité. Et puis, troisième sujet, l'ONA, l'opposition non affiliée qui appelle à des concertations nationales pour un consensus autour du projet de révision du code électoral. L'ONA qui estime qu'il n'y a pas de révision de texte majeur pour l'élection 6 mois avant la tenue du scrutin. Et que penser de cette position de l'ONA? On en parle ce matin. Et ce matin, la Côte d'Ivoire avec les violences préélectorales déjà enregistrées après l'annonce de la candidature d'un 3e mandat de Alassane Ouattara. Et sont venus pour le débat Joachim Vokouma de Kassoto.net. Bonjour Joachim et merci d'être là pour le débat. Également, deuxième invité à ce débat, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Et enfin, troisième invité à débat de presse ce matin, Zumbara Dabadi des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour M. Kim. Merci d'être là. Et on commence d'ailleurs avec vous. Je précise que cette émission est en direct sur votre chaîne, notamment sur la TNT et le bouquet Canal+, mais aussi sur Facebook et sur YouTube, donc les réseaux sociaux. Merci à nos services de la web diffusion. Et donc, Zumbara, d'abord l'assassinat du Khadij de Djibo. Au niveau de votre rédaction, comment vous avez perçu cette actualité? C'est vrai que c'est venu en fin de semaine. Oui, alors il faut d'abord dire quand même que c'est un drame qu'il faut déplorer parce que au-delà du fait que le Burkina perd un citoyen, c'est un imam a dit, comme vous venez de le dire, il est également le président de la communauté musulmane du Soum. Et à ce titre, ce n'est pas n'importe qui que le Burkina vient de perdre. Et c'est la liste qui vient ainsi des victimes, j'allais dire du terrorisme qui vient ainsi d'être allongée à travers par l'assassinat de ce dernier. C'est un assassinat, à mon avis, qui risque de plonger davantage les populations dans une secours parce qu'il faut quand même reconnaître que cet imam-là n'est pas n'importe qui. Il constituait une personne ressource et il représentait un symbole. Rien que de résider à Djibo, malgré les menaces de mort dont il faisait l'objet, constitue, à mon avis, un exemple de courage et un acte de résilience face au terrorisme. Alors, réussir à éliminer un tel personnage, c'est un coup dur pour la communauté musulmane, mais aussi pour l'ensemble, justement, des citoyens de Djibo. C'est aussi, je dirais, un pied de nez qui a été fait au gouvernement qui avait plus ou moins, à travers la visite du chef de l'État dans cette partie du Burkina, rassuré les populations de Djibo de sa capacité à sécuriser davantage la zone. Et finalement, quelques temps après, on arrive à poser un tel acte et on se demande comment effectivement cela a pu se faire.
Bon, c'est vrai qu'au niveau de sa famille, on dit qu'il bénéficiait d'une protection, mais que ces derniers temps, ce n'était plus le cas. Depuis le début de l'année, effectivement, que la protection a été levée. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Pourquoi, effectivement, cette protection a été levée? Dans tous les cas, quelles que soient les raisons qu'on pourrait avancer, il faut reconnaître que ça a été une mauvaise décision d'arrêter, de sécuriser la sécurité de ce monsieur, parce qu'aujourd'hui, la preuve est faite qu'il n'est plus de ce monde. Tout simplement parce qu'il a été pris de façon, vous allez dire, facile, parce qu'il n'y avait aucune protection. Et ça pose quand même un véritable problème. Je pense qu'au-delà du fait qu'il soit un citoyen, comme je le disais, c'est quand même un symbole qui tombe. Et ça, ce n'est pas bien, non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour les FDS, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà quelqu'un qui est présenté comme un résilient. Malheureusement, finalement, on vient de l'avoir. Alors, qu'adviendra-t-il des autres éléments qui sont autour de lui? Vous voyez ce que ça peut créer comme sentiment. Alors, je pense que cet assassinat également est un message que les coupables, j'allais dire ces assassins, envoient aux populations, qui est que le pouvoir actuel ne peut pas les sécuriser. Et ça, je pense que le pouvoir devrait mettre des bouchées doubles pour trouver des solutions à la sécurité de façon globale au niveau de cette partie du Burkina, mais aussi sur l'ensemble. Parce que quand on regarde un peu, que ce soit à l'est ou même dans la boucle de Mouhoun, il y a que, effectivement, ces éléments continuent quand même de commettre des forfaits sans souvent pour autant être sérieusement inquiétés. Et c'est ça qui fait peur. On fait des enlèvements, on disparaît avec l'otage, quelques temps après, on retrouve le corps. Et les kidnappés ne sont pas retrouvés. Ça pose un sérieux problème. Tout à fait. On va y arriver. Et dans le débat, Joachim, est-ce que c'est votre avis également que on n'arrive pas à comprendre peut-être ce qui se passe, d'autant plus qu'il y a un mois environ, le président du Faso s'était rendu en hélicoptère dans la région et avait promis une sécurisation du tronçon sur lequel le grand imam a été enlevé. Rappelons qu'il a été enlevé le mardi. Et puis finalement, le samedi, on a retrouvé son corps sans vie. Et pourtant, c'était un leader religieux modéré. Effectivement, c'est un drame de plus qui vient frapper les Burkinabés et puis tous ceux qui sont attachés à la préservation de la paix sociale, à la cohésion sociale. Ça a été noté, c'est une personnalité qui était le symbole même de la résistance contre la barbarie terroriste. Et ce n'est pas un hasard si c'est lui qu'il cherchait, parce qu'il le cherchait vraiment. D'après les informations qu'on a pu obtenir, il n'était pas seul dans le car, puisque c'est suite à un contrôle qu'il a été extrait du car, et puis quelques jours après, on l'a retrouvé mort. Ça veut dire qu'on le cherchait. On le cherchait pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui incarnait les valeurs contraires à ce qui se passe du côté des terroristes. C'est quelqu'un qui était une personne autour de laquelle beaucoup de gens se reconnaissaient. Toute ethnie confondue. Une communauté entière se reconnaissait. Donc, c'est de ce genre de personnalité-là qui horripile les terroristes. Et ils l'ont abattu. Ils l'ont abattu parce que tout simplement, il est un symbole. Il est un symbole fédérateur et l'objectif étant de casser justement cette unité nationale-là, cette solidarité communautaire-là, en cassant celui qui symbolise cette solidarité. Ils espèrent effectivement mettre la tête les uns contre les autres dans leur projet macabre. C'est vrai, on est quand même un peu surpris, voire même agacé que ce drame ait pu se produire sur ce tronçon-là, d'une trentaine de kilomètres, d'autant qu'effectivement, on savait depuis plusieurs mois ce qui se passe sur ce tronçon-là. Et que, avec l'engagement que le président a pris lorsqu'il a été sur place, on ne comprend pas très bien comment ce drame a pu se produire comme ça, sans que les coupables aient jusqu'à présent été retrouvés. Enfin, apparemment, ils l'ont pu le faire sans s'inquiéter. C'est comme si c'était sur un terrain conquis. Et ils viennent commettre leur bavure, enfin leur
assassinat, leur forfait, et tranquillement, et puis ils repartent. Bon. C'est vrai que, bon, vu de Ouaga, on ne comprend pas très bien ce qui se passe là-bas, mais il faudrait que quand même, voilà, ce texte-là qui est très connu, qui avait même été à un moment bloqué, l'armée il a fallu une intervention musclée de l'armée pour dégager la zone, pour accéder à Djibo. Il faudrait que des mesures exceptionnelles soient prises pour sécuriser ce tronçon-là, qui est manifestement voilà, un endroit visé par les terroristes et où ils commettent leur basse besogne. Oui. Mais ce que je vais ajouter, on voit depuis quelques jours, ils frappent dans les marchés des innocents, des gens qui viennent faire leur commerce. Et là ils frappent un leader. Dans le passé, déjà ils le faisaient. Hein, des imams, des pasteurs, des curés ont été tués dans le passé. Mais cette période-là avait relativement disparu entre griffes. Mais là c'est des symboles encore qu'ils recommencent à frapper. L'objectif, comme je l'ai dit, en frappant des symboles comme ça, effectivement, c'est de casser la solidarité et de mettre les uns contre les autres. Mais je l'ai déjà dit ici, ça c'est un projet voué à l'échec. Ça c'est un projet voué à l'échec. Parce que l'imam qui a été tué, les gens se reconnaissent en lui, non pas parce qu'il est musulman ou parce qu'il est peul, mais parce que c'est une personne qui fédère, qui incarne des valeurs fédératrices. Et ça, c'est pas seulement là-bas, mais dans toutes les régions du Burkina, il y a des gens comme ça, et qui permettent à l'unité nationale de perdurer. Et les projets des terroristes là, est voué à l'échec. Si c'est ça leur objectif, c'est voué à l'échec. Et au niveau régional comme au niveau national, l'objectif c'est de traquer des terroristes. Il faut absolument insister dessus. Ces gens-là ne sont ni musulmans, ni Peul, ni Moussi, ce sont des terroristes. Et c'est comme ça qu'il faut les traiter comme tels. Et je pense que sur ce point-là, l'opinion nationale fait corps autour des FDS et qui font très difficilement le travail sur le terrain et qui ont besoin d'être soutenus davantage pour faire face à la menace terroriste. Oui, Albert Nagrego, le tronçon sur lequel c'est entre Namiskia et Djibo, c'est une trentaine de kilomètres et c'est sur le même tronçon que le député maire de Djibo a été assassiné et bien d'autres personnes. Finalement, on se pose la question de savoir comment une telle situation peut arriver, comment ça peut échapper au contrôle de ces forces de défense et de sécurité. Il aurait fallu peut-être, après le passage du président du Faso, peut-être des mesures vigoureuses, et peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Oui, Fousseni, mais moi je pense que le problème, ce n'est pas les forces de défense et de sécurité. Le problème, il est plutôt au niveau gouvernemental et peut-être même politique, parce que les forces de défense et de sécurité aujourd'hui, c'est des gens qui ont la rage de vaincre, de combattre d'ailleurs, sauf que souvent il y a un problème de commandement, il y a un problème également de logistique, de matériel pour faire face à la situation. Parce qu'aujourd'hui, Namiskia-Djibo, c'est pratiquement le seul tronçon par lequel on peut passer pour arriver à Djibo. On vous dira que Djibo-Dori s'est coupé depuis des années. Djibo-Ouaouga s'est coupé également depuis des années. Namiskia-Djibo aujourd'hui est sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Je le dis, je pèse les mots parce que je parlais avec quelqu'un hier qui me disait que ça fait 2 semaines, jour pour jour, ces terroristes-là contrôlent les passagers sur ce tronçon, les pièces d'identité, et puis ils choisissent qui ils veulent et on vous laisse continuer. Mais le problème aujourd'hui des FDS, c'est quoi? Même si les forces de défense et de sécurité veulent faire, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Ces choses, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un tronçon qui est généralement miné, des explosifs improvisés. Il y en a eu sur ce tronçon, des assassinats, des enlèvements, il y en a eu. Vous avez parlé le cas du député maire de Djibo, Oumarou Diko, qui était un symbole d'ailleurs aussi parce qu'il incarnait à lui seul 2 autorités. Le maire en tant que le premier responsable de la commune, le premier citoyen. Et en plus de cela, c'est un élu national, c'est quand même un député de la province du Soum qui perd la vie sur ce tronçon. C'est quand même un message fort. C'est très douloureux, on peut le dire ici. Et dans certains milieux, c'est quand même, on allait qualifier ça l'acte de trop de terroristes et prendre des mesures vigoureuses comme il le faut. Malheureusement, on a tous pleuré, on a compati, mais la suite également, on la connaît. Et cette fois-ci, c'est l'imam de Djibo qui perd la vie.
Sur ce tronçon, on le dira, parce que c'est sur ce tronçon d'ailleurs que les terroristes ont exfiltré le monsieur du car, du transport commun. Mais ce qui me dérange, c'est quand je vois encore le gouvernement qui ne fait rien dans ce sens. Je le dis parce qu'ils vont dire qu'on a fait quelque chose, mais on allait parler sur des plateaux de télé au hasard. Parce que le 11 août, le monsieur, il est enlevé du car. Pour ma part, les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas évident qu'ils aient les moyens aujourd'hui pour lancer une opération de ratissage pour rechercher le monsieur. Mais ça coûtait quoi au Burkina de demander la force Barkhane ou l'armée française de venir appuyer l'armée burkinabé, ne serait-ce que par un appui aérien ou avec des drones pour localiser au moins ce monsieur-là. Parce que si ce monsieur, il meurt, il est déjà mort, c'est un coup dur pour toute la province, pour ne même pas dire toute la région. Parce que c'est quand même quelqu'un de fédérateur, c'est quand même quelqu'un qui a résisté contre le terrorisme, on pourrait le dire ainsi, parce que son domicile a été attaqué en novembre 2017 par des terroristes, on le dira, cribés de balles. Certains ont dit que heureusement qu'il n'était pas assis au même endroit. Et c'est depuis lors que la gendarmerie a essayé de sécuriser le domicile jusqu'en février 2020, et même le domicile du chef. Et en plus de ça, il est menacé régulièrement. Vous connaissez l'importance de ce monsieur, quelqu'un de sa trempe. S'il est enlevé dans un véhicule de transport commun, automatiquement c'est d'engager des poursuites, des ratissages. Si on n'a pas les moyens, il faut faire appel à d'autres forces. Il n'y a pas d'orgueil. La France, quand les Français ont été enlevés dans la forêt au Bénin, quand ils ont été libérés avec l'américaine et la coréenne, le communiqué de la France a été clair. Il y a une trentaine de soldats burkinabés qui ont participé au ratissage. Mais comment on peut participer au ratissage, malgré la puissance de la France, pour libérer des soldats et des Français, et que dans une situation pareille, où on a quand même l'imam qui est enlevé, à la fois le président de la communauté musulmane, on ne voit rien venir. Ce qui est dommage, c'est 72 heures après, on voit un communiqué où on dit que non, que les coupables seront retrouvés et châtiés. C'est le communiqué du siècle de ma part. C'est-à-dire que ce communiqué, j'ai toujours dit, parfois on se pose la question, comment des gens arrivent même à publier ce genre de communiqué? C'est quoi? C'est un aveu d'échec? Ah mais oui, ce communiqué, c'est un peu une manière de compatir avec la population de Djibo, mais ça tombe à l'eau. Parce que la population de Djibo vous diront que depuis le passage du président le 10 juin à Djibo, ils ont l'impression que la situation s'est empirée. Les engagements n'ont pas été tenus. La sécurité n'a pas été renforcée comme il l'avait promis. Le tronçon est resté tel. Et il y a à peine 2 semaines, on avait appris même qu'il y a un pont encore sur ce tronçon-là qui était cassé. Alors que ce pont est fondamental et très important pour le ravitaillement de la ville. Et ce pont, pour réaliser et pour refaire ce pont, il y a eu des difficultés. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que ce n'est pas un problème des FDS. Il faut que le problème soit réglé au niveau politique, gouvernemental. C'est des trucs 300 km à peine le génie militaire pour le faire. Mais aujourd'hui, à savoir si le génie militaire n'existe même pas sur papier. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de laisser cette population-là en train de souffrir dans cette situation? C'est l'occasion d'ailleurs de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Bravo à ces jeunes courageux qui se battent avec les modestes moyens qu'ils disposent. Mais je pense que le gouvernement doit revoir sa copie. Parce qu'il y a le député maire qui est parti. Il y a l'imam qui est parti aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le docteur Elliott également, qui est aussi une figure très importante de cette communauté-là, qui a été enlevé depuis 2016. On n'a aucune communication là-dessus. On ne sait pas si les négociations avancent. Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il n'est pas en vie? Jusqu'à ce que la population de Djibo compte chaque jour le nombre de jours de disparition de ce monsieur-là. Donc pour moi, ça fait au moins 3 symboles très importants de cette ville aujourd'hui qui n'existent pas. Pour partir sur la base de ce que Joachim disait tout à l'heure, on a vu un peu dans la région de l'Est, le marché de Compiègne-Benga, le marché de bétail qui a été attaqué en plein jour. Il y a eu des morts. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour sécuriser les autres marchés de bétail? Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que les marchés de bétail ne deviennent pas de plus en plus la cible des terroristes? On n'a pas eu suffisamment de solutions, jusqu'à ce que la semaine passée encore, le même mode opératoire s'est produit sur le marché de bétail de Namungu, toujours dans la région de l'Est, en plein jour. Le communiqué du gouverneur parlait d'une vingtaine de morts. 72 heures après, j'ai vu que l'armée qui a fait son bulletin d'information hebdomadaire parle de 11 civils tués. Est-ce qu'on a pris des mesures aujourd'hui pour anticiper, pour ne pas que ça arrive? Parce qu'on a l'impression qu'on exploite très peu les alertes au Burkina. Pour ne même pas dire on ne les exploite pas du tout. Et ça arrive. Moi, je pense qu'il faut continuer à travailler davantage parce que ce qui vient de se passer à Djibo, c'est le désastre. D'autres ont dit que c'est la catastrophe, d'autres parlent de tragédie. Mais moi, j'ai dit qu'il n'y a même pas de mots pour qualifier ce qui est arrivé à Djibo. Oui, Joachim, c'est vrai que l'assassinat, l'enlèvement et l'assassinat de grand imam de Djibo pose un problème de sécurisation des personnalités dans cette partie du Burkina, les plus résilientes d'ailleurs.
Mais il y a aussi le fait que, quelque part, on a comme l'impression qu'il y a un sentiment d'inaction sur le terrain. On ne voit rien venir. On attend juste, après, pour faire des communiqués, dire que, bon, les coupables seront retrouvés. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire, des attaques. À Kafolo, on a retrouvé. À Grand Bassam également, je crois que... dire que rien n'est fait, bon, moi je n'irai pas jusque-là, mais ce qui est évident, c'est que ce qui est fait n'est pas suffisant. C'est pas assez. C'est pas à la hauteur du danger qui est dans la zone. C'est une évidence. Sinon, on aurait obtenu des résultats meilleurs que ça. C'est assez... bon, c'est toujours de nous qui débattons à partir de Ouaga ici, c'est un peu... bon, nous sommes dans une position un peu plus privilégiée pour commenter. Ailleurs, là-bas comme ailleurs, la complexité de ce combat-là réside dans le fait que ce ne sont pas des étrangers qui viennent faire commettre ces forfaits-là. Ce sont nos frères. Ce sont des gens qui habitent dans la zone, dans la région, dans le village même parfois. Et on avait pensé qu'avec les volontaires qui sont aussi de défense, qui sont aussi de la zone, on arriverait à identifier et anticiper pour empêcher de telles forfaitures d'être commises. Malheureusement, on voit bien que ce n'est pas le cas. Bon, vous avez suivi récemment aussi toutes les critiques qui sont venues des ONG de défense des droits de l'homme, sur les bavures, les exactions et tout. Évidemment, c'est un combat qui est très complexe, très difficile, où quand on a affaire à des gens qui se dissimulent dans la population, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que la collaboration avec la population, ça a toujours été demandé. C'est vrai que ça existe, mais c'est par le mode opératoire qu'il faut améliorer pour que le renseignement soit beaucoup plus efficace, pour que les forces de défense puissent anticiper à l'avance et identifier les éventuels auteurs et leurs complices, c'est surtout ça, leurs complices, pour les mettre hors état de nuire. C'est ça toute la complexité de la situation. Mais j'aimerais dire une chose, tenant compte des débats qui agitent l'opinion nationale sur ce sujet-là. Moi, en tout cas, ce que j'attends, c'est que les forces de défense et de sécurité assurent la sécurité des Burkinabés. Et que les ONG aussi fassent leur travail. Voilà. Moi, c'est ce que je souhaite. Oui, et Albert, réaction, et puis on passe au second sujet, oui. Je suis d'accord que les forces de défense et de sécurité assurent. Mais il faut aussi donner les moyens. Ce qui s'est passé à Kafolo, il a souligné tout à l'heure. Au début, on a cru que c'était une opération de communication, d'éclat. Quand le ministre de la Défense, par exemple, sort, il dit qu'ils seront arrêtés, ils seront punis. Quelques jours après, on vous dit qu'il y a un qui est arrêté, un des présumés terroristes. Après, on vous dit le chef de commando, il a été arrêté également, ainsi de suite. C'est des questions de moyens. Moi, je dis ça, c'est par rapport aux critiques qui sont portées un éventuel coup préjudice au moral des troupes. Oui, c'est ça que j'ai dit. Si la troupe a les moyens, question de moyens, sur la question de moyens, si la troupe a les moyens, il faut mettre les moyens. Oui, parce que le CMGA à l'Est, il n'y a pas longtemps, déclaré que d'ici fin décembre, ils vont acheter des hélicoptères. Bon, il a donné le nom, qu'ils vont acheter des hélicoptères. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Je me souviens que lors du procès du putsch également, le général Djindjéré avait annoncé qu'il y avait un hélico qui avait été acheté dans le cadre de la sécurité, mais qui est cloué au sol pour juste une petite panne. Quelque temps après, on a appris que l'hélico a été vite réparé parce que peut-être le monsieur a déclaré ça officiellement au procès du putsch. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à Djibo, c'est clair qu'une opération peut-être terrestre seule ne peut pas retrouver l'imam. Il faut peut-être un appui aérien, tout ça. Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que l'armée burkinabé a ces moyens-là pour le faire? Si l'armée a les moyens, combien de temps on décolle de la base pour arriver à faire une telle opération? Parce que depuis longtemps, les détachements militaires de la zone sont tombés. Les Nassumbu, en passant à Koutoukou et bien d'autres sont tombés. Et on a vu que l'année dernière, même après le sommet extraordinaire de la CEDEAO, c'est la France qui fait un communiqué pour dire qu'elle a aidé les soldats burkinabés à se redéployer encore dans la zone. Pas avec des moyens aériens, bien entendu. Donc ça veut dire que
nécessairement le matériel manque. Le tronçon de 35 km aujourd'hui, pour éviter par exemple les mines, c'est quoi? Naturellement, il faut bitumer les voies. Est-ce que le besoin de bitumage se fait sentir plus dans les villes comme Ouagadougou, Bobo, Dioulasso, et on ne peut pas trouver les moyens pour bitumer cette voie-là de 35 km pour éviter que des convois ou des véhicules plus capables de l'armée burkinabé sautent sur des engins explosifs? Est-ce qu'à l'est, les routes là, on ne peut pas les bitumer pour éviter que les engins sautent sur des véhicules sautent sur des engins explosifs? Moi, je veux bien qu'on continue de dire que les forces de défense et de sécurité sécurisent, mais il faut au plus haut niveau, que les moyens, les logistiques là. Alors, c'est pour dire effectivement que je pense que quelque chose quand même doit être fait dans le sens de sécuriser davantage l'axe Kongoussi, Djibo et son Namsga jusqu'à Djibo. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui a été dit, je pense quand même que lorsqu'un chef de l'État annonce quelque chose, cela veut dire déjà qu'en réalité, il y a un travail déjà qui est fait sur le terrain. Logiquement, ça doit être comme ça. Mais on ne doit pas attendre après l'annonce pour voir quelque chose. Au moment où il y a annonce, ça veut dire qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est extrêmement grave. Moi, je pense que c'était un défi qu'il faut vraiment relever. Vaille que vaille, coûte que coûte. Pour la simple raison que, comme on l'a dit, ça fait combien de gens qui ont perdu la vie sur cet axe? Il faut quand même le sécuriser. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent pour sécuriser justement cette zone. Lorsque des gens ont la capacité de contrôler des pieds d'identité, ça prend du temps. C'est assez fort quand même dans une république. Et lorsque on fouille des véhicules, mais quand même, on prend pas, c'est pas en 2 minutes qu'on fouille un véhicule. Ça veut dire qu'on prend du temps. Et avec tout ça, on n'arrive pas à faire quelque chose. En terrain conquis, c'est ça le vrai problème. Je suis d'accord effectivement sur un aspect que ce ne sont pas effectivement des étrangers qui mettent ces gens d'opération, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais encore une fois, même cela, je pense qu'il faut aller au cœur même du cerveau de ceux qui mènent ces opérations. Je pense que les populations, pour les amener à collaborer, il faut les rassurer. Et une façon de les rassurer, c'est ce que nous sommes en train de dire. Vous imaginez à Djibo, on dit aux gens, bon, écoutez, il faut collaborer, et que finalement, les populations se retrouvent non sécurisées. Ça pose un problème. Au moment où on appelle les gens à collaborer, ça veut dire qu'on doit prendre les mesures pour assurer la sécurité. Le monsieur sait qu'en dénonçant un terroriste, il ne craint pas, il ne court pas le risque de se faire prendre la nuit ou le surlendemain ou dans un mois ou dans 2 mois. C'est ça aussi la réalité. Donc je pense qu'effectivement, moi je suis pour qu'on déploie vraiment des moyens importants pour sécuriser cette zone. Il va de la vie même de la région et il va quand même, j'allais dire même, comment il faut dire ça, c'est-à-dire de l'existence même de l'État dans cette partie. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont fui la zone. Mais si on doit continuer à assister, ben, je ne sais pas à quel moment on va agir. Et plus tôt on le fera, mieux cela vaudra. On va économiser en vie, on va quand même permettre à cette région de se relever. Parce qu'aujourd'hui, tout est en train de tomber et ça, c'est grave. Sinon, c'est vrai, les forces de l'ordre font un travail excellent sur le terrain. Mais il faut reconnaître que la question des moyens, c'est pour ça, il faut le dire. Nous échangeons avec quand même des gens de gauche à droite et avec les informations que nous avons, nous savons qu'effectivement, par moment, le RDF manque de moyens. Et je pense quand même que sur ce point, il ne faut pas que l'État lésine sur les moyens. Je suis d'accord qu'effectivement, on ne peut pas considérer un goudron à Ouagadougou par rapport effectivement à un axe aussi stratégique. En fait, il faut aller, il faut mettre les moyens, il faut sécuriser d'abord. Ce n'est pas un procès contre le gouvernement, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on recadre le tir. Parce qu'aujourd'hui, les gens vous diront que même le communiqué qui a été produit, il n'y a pas eu de représentants de l'État à l'enterrement, à l'inhumation de l'imam hier. Ce qui est en contradiction normalement avec le communiqué. Donc, il y a une autre chose également à ce niveau-là. C'est vrai que ça permet de comprendre également que le terrorisme n'est pas le fait d'un groupe ethnique seulement. Si c'était le cas, peut-être que ce leader n'allait pas être tué aujourd'hui. Et il est Peuls, on peut le dire. Souvent, c'est les Peuls qui sont taxés d'être les terroristes. Donc ça montre aujourd'hui que le terrorisme, là, ce n'est pas forcément l'affaire d'un groupe ethnique. C'est vrai que peut-être il est né dans une zone qui est vraiment une zone à forte communauté, peut-être Peuls, et que peut-être ça a poussé des racines là-bas, mais il faut reconnaître que ce n'est pas
forcément l'affaire d'un seul groupe ethnique. Mais on doit travailler au Burkina aussi à redonner une importance à la vie humaine. Parce qu'on a l'impression que de plus le temps passe, la vie humaine devient banale au Burkina. On va te dire qu'il y a 10 morts ici, la vie continue à Ouaga, la vie continue à Bobo, la vie continue à Orodara, la vie continue à Banfora. On vous dirait qu'il y a eu un tel qui a été enlevé ici, la vie continue, ça n'émeut personne. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on travaille à donner un sens encore à la vie. Tout à fait. Joachim, deuxième sujet, très rapidement, on va parler de l'abandon du projet de construction de l'hôpital de référence dans la forêt classée de Kwa. Le Premier ministre, en déplacement dans l'ouest du Burkina, l'a annoncé cette semaine. L'étude commanditée en mai 2019 pour voir la faisabilité de la construction de cette forêt, l'étude a recommandé de ne plus le faire. Et finalement, le gouvernement a pris la décision de construire l'hôpital pas très loin de la forêt, toujours à Pala, dans l'arrondissement 5 de la ville de Bobo-Dioulasso. Quelle est votre analyse? Moi, je trouve que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision d'avoir abandonné ce projet à polémique. Vous rappelez le tollé que ça a suscité dans l'opinion, les associations de défense de l'environnement, y compris même les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, les forestiers qui sont allés déterrer les bornes qui délimitaient l'hôpital pour y implanter des arbres. Nous-mêmes, nous avons parlé de ça ici. Le partenaire politique du MPP, qui est l'UNEPS, dont le ministre de l'Environnement est issu, et n'était pas vraiment favorable à ce projet-là sur la forêt. L'UNEPS avait même publié un communiqué pour demander au gouvernement de respecter les procédures légales de déclassification, parce que c'était quand même une prérogative du gouvernement. Et donc, face au tollé, effectivement, le Premier ministre avait annoncé que voilà, une étude de faisabilité sera faite pour qu'on soit situé sur ce qui pourrait être éventuellement fait. On n'a pas les détails du contenu de cette étude, mais l'essentiel, c'est que l'étude a manifestement montré qu'il y avait des menaces sur l'environnement, la pollution de la nappe phréatique, par exemple, qui est là-bas, qui alimente Bobo-Dioulasso en eau, des menaces sur la biodiversité, il y a des espèces... c'est quand même une forêt classée. Une forêt classée déclasser une forêt... Depuis 1936. Oui. Depuis 1936. Et il y a des espèces animales, végétales qui risquaient d'être détruites. Donc, tout cela, quand on mène en même temps, on a signé des accords en même temps dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a célébré tout récemment la journée de l'arbre. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui étaient contraires vraiment à nos engagements et à l'opinion qui s'exprimait. Personne n'était contre qu'il y ait un hôpital. Le débat était, à un moment, était mal posé. On avait le sentiment que c'était des gens qui sont pour l'hôpital et ceux qui sont contre l'hôpital. Ce n'était pas comme ça du tout. Tout le monde est... Qui ne veut pas un hôpital? Moi, j'ai séjourné tout récemment à l'hôpital. Je peux vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne souhaite pas que des structures sanitaires soient davantage construites pour les Burkinabés. Mais en décidant de maintenir le projet ailleurs, qui fait consensus, bon, je trouve que c'est une bonne décision. Et c'est comme ça qu'on doit agir. Je veux dire, le gouvernement ne peut pas agir contre l'opinion, contre les bénéficiaires, même à la limite, parce que le gouvernement est là pour satisfaire l'intérêt général. Et si les gens ne sont pas d'accord, il faut écouter et non pas s'entêter. Et je pense que c'est une très bonne décision d'avoir écouté la clameur qui a demandé la délocalisation de l'hôpital. Oui, Albert, est-ce que selon vous, ici, la veille citoyenne n'a pas joué un rôle, puisqu'il a fallu une certaine pression dans la veille citoyenne pour qu'on en arrive à sortir la formule de l'étude qui devait mettre tout le monde d'accord? C'est justement mon insatisfaction, parce qu'il ne suffit pas pour moi de dire qu'on va construire l'hôpital à Pala et non pas quoi. Pour moi, la première des choses qu'on nous présente officiellement et publiquement le rapport, qu'est-ce que le rapport dit? Le rapport d'étude. Et si le rapport d'étude montre qu'il y a des raisons scientifiques qui font qu'on ne peut pas construire l'hôpital, qu'on puisse situer les responsabilités pour savoir mais pourquoi le gouvernement s'entêtait à l'époque, jusqu'à ce que le ministre des Affaires étrangères y va,
Il dit qu'il n'y a pas d'arbre, la partie où on veut construire, jusqu'à ce qu'on voit d'autres. C'était une conception un peu spéciale de la forêt qu'il avait, qui n'était pas exactement là. Mais là où on va planter les arbres aujourd'hui, ce n'est pas de forêt. Oui, scientifique. Ce n'est pas de forêt. Jusqu'à ce qu'il y ait un bras de fer entre les agents des eaux et forêts et l'équipe des Chinois qui est allée pour faire la levée topographique. Pour moi, il y a eu litige quand même, il y a eu un conflit quand même suffisamment sur ce terrain et que les résultats de l'étude aujourd'hui ne devraient pas passer comme ça. Hein, on ne voit pas les résultats. On aurait aimé que le ministre de l'Environnement sorte où le gouvernement puisse nous expliquer voici l'étude commanditée, voici les résultats. Au regard des résultats scientifiques, on ne peut pas, on change de site. À défaut, si c'est la pression, si c'est la veille citoyenne qui a fait qu'on a changé de site, que l'on sache également que la veille citoyenne a payé, que les Burkinabés, c'est une victoire d'étape, que les Burkinabés ont remporté dans un système peut-être en griffe de malgouvernance, et on continuera également de faire la veille citoyenne. Sinon, c'est facile quand même de dire qu'on va changer de site. Dans tous les cas, les deux sites sont frontaliers. On doit se poser même la question de savoir est-ce que ce n'est pas un jeu de mots que le gouvernement fait entre par les quoi et quoi. Et puis, est-ce qu'à Pala aussi, on a déjà fait l'étude de faisabilité pour s'assurer qu'à Pala, il n'y aura pas le même problème qu'on allait avoir à quoi. Donc, tout ça, c'est des questions qui restent posées. Malheureusement, la déclaration a été faite devant des forces vives à Bobo-Dioulasso. On a applaudi. Et puis, la vie continue. On ne sait pas s'il y a encore d'autres choses. Une suite. On ne sait pas s'il y a d'autres choses que ce dossier nous cache. Qu'il faut. Mais en tant que journaliste, quand même, vous pourrez peut-être... On est sur la piste. Ok. On est sur la piste. D'accord. Oui, bon, moi, je dirais que c'est heureux, effectivement, que le PM ait tranché définitivement sur la question, parce que le statu quo, quand même, n'arrangeait ni le pouvoir, ni les citoyens de Bobo-Dioulasso, qui sont les premiers bénéficiaires de l'hôpital. Mais cette décision, à mon avis, n'est pas sans conséquence, il faut le dire, parce qu'on va effectivement changer le site. Et cela voudrait dire qu'il faut reprendre encore un travail de l'étude de faisabilité. Et avec ce qu'on a connu par le passé, qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci sera la bonne? Ça pose un véritable problème. Et au-delà de ces questions, je pense quand même que c'est l'autorité de l'État qui prend un coup. Parce que lorsque on prend une telle décision, après tout ce qu'on a constaté, le tollé général, ça pose un problème. Parce que si à chaque fois il faut un rétropédalage parce que des citoyens s'opposent à un projet de l'État, à ce rythme, on ne pourra pas gouverner sereinement. Donc je pense qu'ici, effectivement, il faudrait situer les responsabilités. Si véritablement les premières études qui ont été réalisées n'ont pas ou ont été communiquées dans le sens d'induire l'État en erreur, mais que les intéressés répondent les actes, c'est ça. Aussi on se pose même la question, est-ce qu'il y avait une étude préalable qui avait prévalu au choix tout à fait, du terrain, premier choix du site. Donc il faut effectivement se poser toutes ces questions. On a un hôpital en 10 mois. Parce que effectivement, si on doit changer de site comme ça, bon, ça pose un problème. Mais dans tous les cas, je pense que si cette décision peut permettre d'accélérer les travaux sans quoi, c'est tant mieux. Dans tous les cas, je pense que c'était pour le bien des populations. Et comme on l'a dit, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Et donc, si les populations s'opposaient, ça veut dire qu'elles avaient des raisons. Et si aujourd'hui l'État décide d'abandonner finalement ces sites en choisissant un autre, bon, c'est tant mieux. D'autant plus que nous sommes à une période électorale, il ne faut pas l'oublier, qui recommande aux acteurs politiques de marcher plus ou moins sur des œufs, ou sinon de caresser les citoyens dans le sens du poil. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'on ne veut pas qu'il y ait encore, j'allais dire, une polémique autour de ces terrains. Or, quand même, cet hôpital-là, tout le monde le sait, ce n'est pas un petit hôpital. Donc, plus on va traîner dans la construction, mais plus c'est le Burkina qui perd, ce sont les citoyens qui perdent, c'est le pouvoir aussi qui perd en termes de résultats. Et donc, je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème, certainement qu'à l'heure où nous parlons, peut-être que les travaux étaient presque finis, et ça, on pouvait comptabiliser d'ailleurs combien de bilans. Mais aujourd'hui, on en est encore à la recherche, sinon, bon, vous allez dire, à la case de part. Et moi, ça me pose un véritable problème. Je trouve qu'il faut vraiment situer les responsabilités et pour qu'on comprenne pourquoi il y a eu ces changements. Et effectivement, qu'on nous dise que le nouveau terrain, le nouveau site qui a été choisi, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait. C'est vrai que les forces vives ont tout de suite donné, certainement apprécié, ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que d'ici là, il n'y aura pas encore un problème? D'autant plus, comme on l'a dit, l'ancien site n'est pas loin du nouveau. Alors,
Donc, on attend de voir la suite, ce que ça va donner. Mais en attendant, bon, on peut dire que le PM certainement n'a pas voulu, en tout cas, qu'au cours de son séjour dans le oui, qu'il y ait en tout cas un quoi par rapport à ces problèmes. Et donc, je pense que bon, c'est ce qui justifie cette annonce. On attend de voir ce que ça va donner. On espère que toutes les dispositions ont été prises et que d'ici là, on ne va pas encore nous dire que, bon, écoutez, les études ont prouvé qu'il y a telle difficulté à mettre encore le site en œuvre. Tout en sachant également que le contexte d'annonce... Oui, c'est une carte électorale, il faut l'avouer. Il n'y a pas de... Il faut pas avoir le courage de le dire. On a 3 ou 4 mois et on a vu également le tour que le PM a fait dans la boucle du monde, tout dernièrement dans le Haut-Bassin, Orodara, Bobo du Lasso et Chose Koundé, le président du Faso qui passe à Bobo, qui va à Banfora, qui revient. On annonce une mesure importante, il faut l'avouer, il n'y a pas de truc dedans. Troisième sujet, Joachim Vaucouma, l'ONA qui appelle à des concertations pour un consensus autour du projet de révision du code électoral. Vous, votre avis, on se pose la question de savoir est-ce que l'ONA veut réellement des élections en novembre? Non, ils disent que dans leur déclaration, ils disent que les élections doivent être nationales. C'est-à-dire que si une portion du territoire national n'est pas accessible pour les élections doivent tout faire pour que les élections aient lieu pour tout le monde. C'est ça leur position de principe. Ils estiment qu'actuellement, vu qu'il y a des zones où la CENI n'a pas pu faire le recensement, il faudrait que, si on doit aller aux élections, que ce soit de façon consensuelle. Je crois que c'est le mot qu'ils ont dit, que ce soit de façon consensuelle, même en invoquant le protocole de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne gouvernance, en disant que les réformes ne peuvent être faites 6 mois avant la tenue d'une élection. Voilà, s'il n'y a pas de consensus. S'il y a un consensus sur un sujet bien donné, même 5 mois ou 4 mois, ça peut être fait. Et j'estime que sur ce sujet-là, il n'y a pas de consensus. C'est vrai, ce sont c'est pas de nouveaux acteurs, mais de façon organisée, ce sont de nouveaux acteurs. Ils sont 7. Il y a 7 partis politiques signataires qui font partie de l'ONA. Bon, les figures les plus connues, c'est Souman Touré qu'on connaît, lui qui est beaucoup plus venu du monde syndical, plus connu pour son activité syndicale que politique. Ensuite, il y a aussi Abdoulaye Souman qui est beaucoup plus connu pour son... Voilà, pour être un constitutionnaliste. Mais bon, je regarde le débat, j'avais même lu la réponse un peu agacée du chef de file de l'opposition qui laissait entendre que voilà, il ne représentait pas grand-chose. C'est vrai, leur représentativité aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas encore allés aux élections, pour beaucoup en tout cas, donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils représentent en termes d'élus nationaux, en termes d'élus locaux. Donc, leur représentativité aujourd'hui, c'est un peu théorique. Quand ils demandent qu'il y ait consensus, qu'on quitte le dualisme opposition CFAP, APMP, pour qu'il y ait un troisième acteur, bon, c'est un combat de bonne guerre. C'est-à-dire qu'ils veulent bien qu'on les intègre dans le jeu politique. Mais sauf que ce jeu-là est issu des dernières élections de 2015, avec les résultats nationaux et locaux. Et bon, j'ai pas l'impression qu'ils trouvent pour l'instant leur place dans ce jeu-là, puisque les débats qui ont eu lieu à la présidence sur le dialogue entre l'opposition et la majorité avaient été tenus sans eux. Et aujourd'hui, bon, je n'ai pas le sentiment que du côté de l'opposition, le CEPOF comme de la majorité, on ait une oreille attentive à leurs revendications. De toute façon, le chef de file de l'opposition, comme la majorité, tout le monde a dit il faut aller aux élections en dépit des insuffisances, des difficultés que nous connaissons, parce qu'il vaut mieux une élection avec toutes les insuffisances, avoir des responsables à qui demander des comptes que de tomber dans un vide juridique. Oui, Albert, est-ce que c'est votre sentiment également que, bon, au niveau de l'ONA, cette coalition a l'impression de ne pas être écoutée par la classe politique? Elle a besoin d'exister. Oui, elle a besoin d'exister. Malheureusement, elle n'a pas forcément les éléments nécessaires pour exister.
du point de vue politique comme il se doit. Lui parlait déjà tout à l'heure de l'occupation au niveau du terrain en termes de conseillers, en termes de députés, en termes également de membres peut-être dans l'exécutif, tout cela. Mais moi, ce qui me pose le problème, c'est la constance. On a l'impression qu'ils ne sont pas constants. Vous avez posé un débat au départ qui était un débat de constitutionnalité où on disait que non, on ne peut pas aller à ces élections, ceci parce que la Constitution dit que le vote, c'est le suffrage universel, le territoire n'est pas tout à fait libéré pour pouvoir permettre à tous les Burkinabés d'aller. Ce débat, ils l'ont vite tué. Ils n'ont même plus poursuivi le débat. Aujourd'hui, ils mettent en avant le code électoral, la révision du code électoral, qui est connu de tous que 6 mois avant les élections, ce code électoral-là, il ne doit pas être touché. Sauf que, quand on parle de consensus, les deux partis, l'Alliance pour la majorité présidentielle et l'opposition, et ils ne trouvent pas de débat jusqu'à présent, ils ne trouvent pas de contradiction jusqu'à présent sur le code électoral. Donc, l'absence de consensus vient d'où? L'absence de consensus vient du fait maintenant que l'ONA peut-être n'est pas associée à ces deux entités-là pour discuter autour de la question. Mais l'ONA est né... Le professeur Sonal a dit clairement qu'il faut la classe politique, nécessairement les blocs, la PMP, chef de file de l'opposition et l'ONA. Tout à fait, il a tout à fait raison parce que lui, il est à l'ONA, il veut avoir une place à la table de discussion. C'est normal, c'est naturel, il fait son combat. Mais maintenant, si aujourd'hui il n'a pas cette place, est-ce que l'ONA suffit pour dire qu'il n'y a pas eu de consensus autour du code électoral, donc on ne révise pas le code électoral? Bien que nous tous, on n'est pas d'accord, parce que le jeu, il est biaisé. Il sait qu'il n'y a pas que l'ONA, il y a des citoyens aussi qui ont déposé d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut le dire, recours à l'Assemblée nationale pour demander à l'Assemblée nationale de ne pas réviser le code électoral en tenant compte des dispositions de la CEDEAO. On ne sait pas comment l'Assemblée nationale va traiter ce recours. Est-ce qu'il va prospérer ou il ne va pas prospérer? Mais de ce qu'on sait, c'est que l'opposition et la majorité, il n'y a pas de contradiction jusqu'à présent, de façon officielle. Il n'y en a pas jusqu'à présent sur la question du code électoral. Donc, l'ONA qui vient... On voit mal un peu... Voilà, est-ce que l'ONA va réussir à montrer aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de consensus? Dans tous les cas, après, ils pourront faire une déclaration encore pour dire que le code électoral a été violé ou pas, parce qu'il n'y a pas eu de consensus. Oui, j'admire le courage parce qu'il pose des débats, à mon sens, qui sont objectifs, qui sont clairs. Ils contribuent à éclairer les Burkinabés sur les questions juridiques, les questions de principe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte actuel avec ces principes qu'ils posent? Donc, il faut trouver l'opportunité, la légitimité et d'ouvrir le débat. Je pense que c'est un combat politique, ça se comprend. Et d'autant plus qu'ici, effectivement, il évoque l'article du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, effectivement, qui est assez clair en la matière. Tu veux que si modification il y a de la loi électorale majeure, il faudrait qu'il y ait effectivement un large consensus des acteurs politiques. Aujourd'hui, ils estiment qu'il n'y a pas de large consensus parce qu'eux, ils ne font pas partie. Bon, c'est un débat. C'est un débat qui est effectivement motivé ou sinon justifié par une loi qui est assez quand même emblématique en matière de démocratie et d'élection. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que véritablement il n'y a pas d'autres intentions cassées? Rappelez-vous que les mêmes avaient d'abord posé le problème de la tenue même de l'élection. Alors, lorsque ça n'a pas prospéré, ils ont changé de fusil d'épaule. C'est ce que je me dis en fait. Comme le report qu'ils réclamaient à corps et à cri n'a pas prospéré, aujourd'hui ils ne l'ont pas obtenu, donc il faut encore trouver autre chose. Parce qu'aujourd'hui on nous dit, si on modifie le code électoral malgré ce qui est évoqué, bon, les élections pourraient être invalidées ou les résultats pourraient ne pas être acceptés par l'ensemble des acteurs politiques. C'est un débat. Et d'autant plus qu'ici, il faut quand même reconnaître que certains d'entre eux sont candidats, Soma est candidat à l'élection présidentielle. Donc il voudrait effectivement avoir un œil beaucoup plus regardant par rapport à ce qui se fait. Donc de ce point de vue, on comprend la légitimité du combat. Maintenant, est-ce que objectivement, c'est possible aujourd'hui de relancer le débat dans le fond sans courir les risques de faire reporter l'élection? Or, s'il y a report, nous tous nous savons qu'on risque de tomber dans une situation qui risque de nous conduire à l'idée qui avait été émise par les mêmes, c'est-à-dire la mise en place d'une transition. Le président de la CENI a déjà donné le calendrier électoral. Exactement, et qui pourrait permettre à certains d'avoir des strapontins. Donc pour moi, j'ai bien peur que ça ne soit une diversion, voilà, pour effectivement pousser les gens finalement à nous amener dans une situation où on sera bloqué, où on va dire, bon écoute, finalement, comme ils font trop de bruit, il faut les écouter.
Et bon, et avec le risque effectivement de faire reporter l'élection. Et sinon, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile. Nous ne sommes nous sommes pratiquement à 3 mois, tout au plus. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça m'étonne qu'on puisse effectivement, véritablement mener un débat de fond et arrêter une décision en ce qui concerne la modification du temps. Mais dans tous les cas, je pense que bon, on peut, si c'est possible, qu'on puisse effectivement avoir des échanges. Ne serait que peut-être des échanges comme ça, sur la question, par rapport même déjà à la faisabilité de ce qui est demandé. Est-ce que la requête aujourd'hui est recevable, compte tenu des délais? Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, ça n'exclut pas un éventuel débat si on veut effectivement éviter toute contestation. Albert, très rapidement, un mot sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où, après l'annonce d'une candidature, d'un 3e mandat de Alassane Ouattara, on a vu des manifestations un peu partout dans le pays, notamment à Abidjan, mais aussi en province. Est-ce que, si on peut dire que c'était prévisible quelque part, est-ce que le voisin ivoirien, il n'inquiète pas quant peut-être à la situation à l'intérieur pour ce qui concerne le jeu politique? Oui, l'inquiétude, on l'a déjà évoqué ici sur le plateau. Plusieurs fois, on a dit qu'un 3e mandat de Alassane Ouattara porte des germes de conflit. Ça peut être pré-campagne et pré-électoral ou électoral ou encore post-électoral. Mais la déclaration a été faite. Vous avez vu que les heures qui ont suivi, il y a eu des gens qui ont eu le courage de faire une contre-déclaration, des gens comme l'artiste Mewé, qui n'a pas tardé. La même nuit du 6 août, quand Alassane Ouattara a fait sa déclaration, il est sorti également pour faire une déclaration aussi qui a été virale sur les réseaux sociaux. Oui. Automatiquement, après, on a vu les partis politiques s'attaquer par voie de presse ou encore par des discours de façon générale sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a vu petit à petit des gens qui commencent à manifester à travers beaucoup de villes du pays. Mais ce qui est dommage, c'est que le président ivoirien qui dit qu'il veut un 3e mandat pour préserver la stabilité et la paix, 6 jours après sa déclaration, ça fait 10 jours aujourd'hui, malgré les émeutes, le nombre de morts, les blessés également, on n'entend plus le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de cette manière qu'on veut préserver la stabilité ou la paix? Moi, je pense qu'il était logique qu'au bout de quelques réactions déjà dans plusieurs villes, ce qui s'est passé, on a déjà des morts, il y a eu des dégâts au niveau des maisons incendiées, il y a eu des bus incendiés, il y a des symboles de l'État qui ont été attaqués. Ça valait quand même la peine de ressortir ou encore de tenir un discours pour rassurer aux uns et aux autres ce qu'il allait se passer dans les jours à venir pour ne pas qu'on interprète mal cette déclaration. Rien n'est fait de façon officielle en ce qui concerne le président Alassane Ouattara. Dans le gouvernement également, je ne pense pas aussi, sauf si je me trompe, je ne pense pas également qu'il y ait quelque chose qui est fait de façon officielle. Chacun va à ses occupations. Et enfin, ce qu'on remarque, c'est que l'opposition est en train de gagner du terrain sur la contestation, les protestations avec des conférences de presse de Henri Konan-Bédié qui ne veut pas laisser cette candidature passer. Guillaume Soro de l'extérieur également qui active ses réseaux, qui fait des conférences de presse qui ne veut pas laisser la situation comme ça. Et à l'intérieur du pays, tout à fait, à l'intérieur du pays. Et ce que j'ai déploré davantage, c'est qu'il y a eu le communiqué des RHDP qui mettait le président Henri Konan-Bédié, qui pointait le président Henri Konan-Bédié comme étant responsable de tout ce qui allait arriver et que si rien n'est fait, peut-être juridiquement, sa candidature pourrait être disqualifiée, tout ça. Moi, j'ai dit c'est l'erreur qu'il ne faut pas aussi commettre davantage parce qu'une fois touché encore à Henri Konan-Bédié, c'est empirer la situation. Donc, on attend que le président ivoirien revoie son attitude. C'est dommage, sauf qu'on nous annonce une investiture du même président Alassane Ouattara comme candidat le 22 août. Ça veut dire qu'il a pris une route, il a pris un chemin où, comme on le dit, le plus souvent, ça passe ou ça casse. Et là, je pense qu'il y a encore du temps pour se parler. C'est dommage que l'Union africaine, jusqu'à présent, n'a pas encore pipé mot. La CEDEAO n'a pas encore pipé mot. On ne dit pas de faire de l'ingérence des affaires internes du pays, mais en tant qu'institution supranationale et qu'on observe cette situation de chaos qui est en train de naître en Côte d'Ivoire, il y a quand même l'obligation de se prononcer, ainsi que l'OIF, pareil, parce que depuis un certain temps aussi, c'est quand même un partenaire impliqué dans les élections. Donc,
On attend de voir ce qui va se produire, mais ce n'est pas intéressant à l'allure où vont les choses. Oui, et Joachim, la peur du chaos, elle est réelle, d'autant plus qu'on l'a vu, des affrontements qui ils vont au-delà des partisans politiques et qui veulent peut-être prendre les sillons ou les contours des communautés ethniques en Côte d'Ivoire. Est-ce que, comme quelqu'un l'a dit, il ne faut pas toujours avoir peur et il ne faut pas que ce soit maintenant qu'on fasse quelque chose? Oui, Albert l'a dit, et puis on l'a dit ici à plusieurs reprises. Ça fait des semaines qu'on tire la sonnette d'alarme sur le risque que la troisième candidature de Ouattara fait peser sur la stabilité, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et on a vu tout de suite, dès qu'il a dit qu'il était candidat, et ça n'a pas tardé. Il y a eu des manifestations. À Daoukro, même, il y a un couvre-feu qui a été instauré là-bas de 19h à 6h. Le fief de Henri Konabédié. Il y a eu 5 morts, officiellement. Et ça, ce n'est que le début. Comme il dit, c'est une candidature qui est inopportune. Le débat juridique, constitutionnaliste, de savoir, c'est une nouvelle constitution qui remet à plat les compteurs, donc il peut se... Tout ça, ce sont des débats inutiles. Nous, au Burkina, ici, de toute façon, nous sommes très mal placés pour apporter notre soutien à Alassane Ouattara, comme on l'avait fait dans le passé. Quand il a mené son combat pour la démocratie, contre la xénophobie, tout ça, il a bénéficié du soutien des Burkinabés, des démocrates burkinabés. Là, nous sommes très mal placés pour le soutenir parce que son combat n'est pas soutenable. Il a pris une position que nous, ici, nous avons combattue, donc on ne peut pas le soutenir. Ça, sur ce point-là, c'est tellement évident. Mais ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'il est en train de créer des conditions d'un retour à la xénophobie. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, on a fait une carte avec des personnalités où on a mis pas de village. Alassane Ouattara, pas de village. Adama Bictoro, pas de village. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. On retombe encore dans on réveille les vieux démons sur l'ivoirité pour savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, qui est plus ivoirien, qui n'est moins ivoirien. Et ça, c'est sa candidature qui réveille ces vieux démons-là. Si l'accord qu'il avait passé avec le PDCI avait marché, on n'en serait pas là. Et j'avais dit la dernière fois que la solution était entre ses mains. Malheureusement, il n'a pas agi dans le bon sens. Et est-ce qu'il est trop tard pour rectifier le tir? Pourquoi pas? En politique, tout est possible. J'ai toujours dit, il y a une possibilité. La politique, elle est ce qu'elle est, surtout dans nos contrées. Il y a une piste qui s'appelle Guillaume Soro, qui peut lui permettre, dans son cas, de gagner, tout en conservant une sorte d'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, le Nord, il a perdu une partie du Nord. Le Sud, évidemment, il n'a pas le Sud, il n'a pas l'Ouest, il n'a pas l'Est. Il n'a pas l'Est. Et il veut gagner au premier tour. Je ne vois pas comment cela peut être possible, sauf s'il veut encore enjamber des cadavres pour... Oui, Dabadi, on termine avec vous parce qu'on n'est plus par le temps. Je pense que la Côte d'Ivoire danse sur un volcan qui menace de se mettre en ébullition, si ce n'est déjà le cas. Mais j'ai le sentiment qu'Ado n'a pas tiré suffisamment le leçon de la crise post-électorale de 2011. Parce que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain quand même, aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique de façon globale, notamment l'Afrique de l'Ouest, la tendance c'est la limitation des mandats électoraux. Et lui, c'est en ce moment, il s'agit de prolonger son bail à la tête de l'État. Il ne peut pas, dans ces conditions, avoir effectivement l'onction populaire auquel il aspirait à attendre. Donc aujourd'hui, on peut comprendre la réaction légitime des Ivoiriens. Je pense qu'après 2 mandats, et au regard quand même de son âge, il devrait faire valoir ses droits à la retraite. Malheureusement, on ne sait pas quel mot s'appliquer ce monsieur. Et s'il ne prend garde, il risque même de vendanger pratiquement tout l'héritage qu'il a passé plusieurs années à construire et au prix de 1000 efforts. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, Ado doit comprendre une chose. Il doit se poser une seule question. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne avec mon 3e mandat et qu'est-ce qu'elle gagne si je ne suis pas candidat? Je pense que la réponse à cette question peut l'aider. C'est vrai qu'il a déjà démarré, il a déjà lancé sa candidature, la machine est déjà lancée, mais on peut toujours quand même, on peut toujours faire quelque chose. Au regard de ce qui se passe sur le terrain, je pense qu'aujourd'hui,
sans vraiment... voilà. Je pense qu'il est plus ou moins clair que... Il a toujours les cartes entre les mains. Oui. Une troisième candidature, à mon avis, va apporter plus de mal à la Côte d'Ivoire que de bien. Je pense qu'il doit travailler à sortir par la grande porte parce que son accession au pouvoir entraîne beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Et si sa sortie doit encore allonger cette liste de Maccabée, ce sera le crime de trop, à mon avis. Oui. Quand on regarde ce qui se passe déjà sur le terrain, effectivement, il y a lieu d'avoir peur. Parce qu'on sent déjà des dérives ethniques. Et il faut mettre fin à ça tout de suite. Parce que les gens, bon, ils jouent à l'autruche parce que pour lui, il s'est dit, bon, avec l'effort de l'ordre, on va maîtriser la situation. Mais comme on l'a dit, effectivement, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Comment même ça va finir. Et donc aujourd'hui, s'il n'y prend garde, il lui de remplacer Gbagbo à la CPI. Tout est possible. Oui, parce que les questions d'ethnie, ça pose un sérieux problème. Et s'il y a mort d'homme, à un moment, on sera obligé, et la CPI même certainement sera obligée d'intervenir. Et on n'aura pas l'occasion d'accuser Gbagbo parce qu'il n'est même pas encore au pays. Donc je pense qu'Alassane a encore la possibilité de sortir par la grande porte. Mais s'il continue à ce jeu, il lui risque de se brûler vraiment les doigts. 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Il a évoqué... Je pense que ceux qui combattent ce troisième mandat doivent le combattre sur des valeurs républicaines et non pas en agitant le chiffon ethnique. Et ça, je suis un peu gêné parce que je connais des gens respectables dans le milieu ivoirien qui agitent ce chiffon-là. Ce chiffon-là n'est pas bon. On peut combattre. Au Burkina, ici, les gens ont combattu la révision de l'article 37, mais un combat politique qui est fondé vraiment sur une idéologie, une manière de faire. Mais si on s'appuie en disant c'est des gens du Nord, c'est des gens de l'Est, il y a des choses que je vois dans les médias, dans les réseaux sociaux qui me chagrinent. Et si je peux lancer un appel aux acteurs ivoiriens, c'est de recentrer leur discours sur une opposition politique au troisième mandat et non pas sur des trucs ethniques. Merci à vous, Joachim. Joachim Vokouma est le directeur de publication de Casseto.net, un site d'information en ligne. Albert Nagrego était avec nous aussi. Il est directeur de publication de Libre Info, un site d'information en ligne également. Et Dabadi Zumbara, des éditions Le Pays, un groupe de presse. Vous avez à la fois un quotidien, un hebdo, un mensuel. Et merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.